RCF. Bonjour à toutes et à tous. On ne voulait pas y croire, mais dans la nuit du 31 janvier au 1er février, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai été frappé par une petite citation lue au détour d'une page Facebook ou autre. En effet, à compter du 1er février, nous ne sommes plus européens, disait ce Britannique. Une petite citation parmi tant d'autres, mais qui est très révélatrice de ce sentiment d'appartenance, un sentiment enfoui, diffus en nous et difficilement exprimable parce que peut-être nous n'avons jamais vraiment expérimenté cette notion d'appartenance. Et c'est peut-être toute la leçon du Brexit que de faire naître en nous ce sentiment d'appartenance de citoyen européen. Peut-être que ce sera le point de départ d'une réflexion sur ce qu'est l'Europe institutionnellement et que, l'espoir fait vivre, nous puissions voir la naissance peut-être d'une armée européenne, d'une politique sociale et fiscale unifiée. Mais ce qui est certain, c'est que le 31 janvier 2020 marquera un avant et un après et que nos cousins anglais vont certainement nous manquer. Welcome to l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Merci encore de votre fidélité. Ce soir, une émission quasiment entièrement consacrée au gaspillage et à l'économie circulaire, puisque le 30 janvier a été définitivement adoptée la loi sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. On aura autour de la table 3 invités. Thibaut Turchet de Zero Waste France. Bonjour Thibaut. Bonjour. On vous retrouve d'ici quelques minutes. François Vallée de Commerceau. Bonjour François. Bonjour. Et puis Laetitia Vasseur de Hop, halte à l'obsolescence programmée, qui nous rejoindra par téléphone d'ici quelques instants. Nos 7 minutes pour changer le monde nous feront partir à la découverte d'une entreprise qui commercialise des contenants comestibles. Et bien évidemment, nous retrouverons nos 2 experts, mais pour le moment, nous ouvrons notre émission avec l'invité éco de cette semaine. Il s'agit de Frédéric Munier, l'un des 2 cofondateurs de la marque Faguo, une marque de vêtements qui fonctionne sur le principe de la compensation carbone. Une basket achetée égale un arbre planté. Et cette semaine, Frédéric Munier et son associé reviennent sur leur info de cette semaine qui est l'inscription dans l'objet de l'entreprise d'une raison d'être. L'invité éco, Patrick Longchamp. Il est temps de retrouver notre invité éco de cette semaine. Aujourd'hui, on va parler entreprise à mission. Je pense qu'on va en parler régulièrement dans l'écho des solutions. Il y a quelques semaines, je vous présentais la société Yves Rocher qui a fait ce même passage, qui est devenue une entreprise à mission. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'Ouest d'ailleurs. Nous sommes à Nantes. On va parler de l'entreprise à mission avec la marque Faguo, une marque que vous connaissez peut-être bien, qui depuis 10 ans travaille déjà à changer la donne sur le plan et sur le plan climatique et sur la transition écologique. Je suis avec un de ses cofondateurs, Frédéric Munier. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup donc d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de ce passage. Vous avez décidé de devenir une entreprise à mission, telle qu'aujourd'hui la loi Pacte le permet à un certain nombre d'entreprises. Pour Faguo, c'est une loi que vous attendiez, Frédéric ? Alors on ne l'attendait pas de manière formelle, on sentait qu'il y avait tout un mouvement qui a germé. Nous on a commencé il y a 10 ans à réduire nos émissions de CO2 et à les compenser en plantant un arbre en France. Et on sentait que ce mouvement il s'accélérait depuis un certain temps et je pense que la loi Pacte a permis de l'inscrire dans nos sociétés, qu'on n'avait pas qu'une responsabilité économique, même si elle reste présente et elle est importante, mais on avait surtout une responsabilité de bien commun. Et voilà, et du coup cette loi Pacte nous permet d'inscrire ça et de le faire valoir et indirectement par une clarification ça permet à tous nos collaborateurs, même si on le faisait déjà dans notre cas, d'arriver à avoir une visibilité bien plus claire. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer votre raison d'être et comment cela fonctionne ? Fonctionnement qui a commencé il y a déjà une bonne dizaine d'années à la création justement de Faguo, puisque tout était déjà dans le concept même de votre basket qui s'élargit à d'autres gammes depuis. Tout à fait. Et oui, pour remettre dans le contexte, il y a 10 ans, on choisit de produire des baskets et on choisit dès le départ, en même temps que faire un business plan, de mesurer nos émissions de CO2. De cette mesure d'émissions de CO2, on choisit de les réduire, nos émissions de CO2, avec des actions qu'on pouvait mettre en place dès le départ et puis d'autres qui allaient prendre plus de temps. Et enfin, comme on voyait qu'il allait rester des émissions de CO2, on a choisi de les compenser en plantant un arbre en France pour chaque produit vendu, avec à la fois le symbole, le côté rigolo, et voilà. Et en fait, donc ça, c'est quelque chose qu'on avait écrit dès le départ, qui était très clair dès le départ, à savoir mesurer, réduire et compenser nos émissions de CO2.
Et en fait, quand la loi Pacte est sortie, on s'est dit, mais nous, c'est exactement ce qu'on fait. On a une raison d'être. Ça fait 10 ans qu'on défend ça. Et en fait, on l'avait jamais formulé avec une phrase synthétique. On parlait toujours de ces 3 volets de notre action. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, c'est complètement logique. On devrait inscrire ça dans nos statuts, à savoir engager notre génération contre le réchauffement climatique. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de clarifier les choses. Alors c'est presque la Greta Thunberg de l'économie. Non, j'exagère. La question, c'est justement inscrire l'entreprise comme une entreprise à mission dans les statuts. À quoi est-ce que ça vous engage aujourd'hui, j'ai envie de dire, au-delà du point de vue managérial et commercial, mais du point de vue légal? Alors ça nous engage à 4 choses importantes. La première, c'est écrire cette raison d'être dans nos statuts. On va dire, elle est à la fois très engageante, elle est la responsabilité qu'on donne à l'entreprise. Et puis derrière, ça engage à 2 autres choses importantes, à savoir tenir un tableau de bord d'indicateurs, comme on a des indicateurs financiers dans une société, du chiffre d'affaires, etc. Tenir un tableau de bord d'indicateurs du suivi de cette action, donc ça nous oblige à la décliner en plusieurs motifs. Enfin, de la faire contrôler par des salariés, un comité interne qui permet des salariés, des gens à l'externe et des représentants de l'actionnariat. Et voilà. Et donc tout ça, c'est d'une certaine manière, c'est le travail qu'on fait en interne. Et pour certifier que ce travail est bien fait, et voilà, on a un organisme comme un auditeur de compte qui vient certifier une fois par an de dire oui, j'ai bien vu que les réunions avaient été tenues sérieusement, que les engagements pris avaient été tenus ou pas tenus, et parce que peut-être qu'on tiendra pas tout ce qu'on s'est promis de faire, mais en tout cas on essaye d'aller dans la bonne direction, et c'est ça l'intérêt pour nous. C'est comme on le disait il y a 10 ans, c'était un point de départ. Ça fait 10 ans qu'on s'améliore, qu'on arrive à monter notre partie de gamme de produits recyclés, etc. Aujourd'hui, il faudra encore continuer à monter, et la chance qu'on a, c'est qu'on a de plus en plus de possibilités sur le marché qui s'offrent à nous. Alors justement, on voit bien il va y avoir un impact. On est dans une société qui demande de plus en plus qu'il y ait du sens, qu'il y ait une dimension écologique dans les produits. Et c'est vraiment, ça transparaît dans toutes les communications que l'on peut voir. Mais quel impact, si ça a un impact sur les consommateurs, ça peut avoir un impact sur les collaborateurs, quel impact aujourd'hui sur les fournisseurs? Est-ce que quelque part, vous allez être plus exigeant? Est-ce que vous allez devoir mettre à niveau aussi le choix de vos fournisseurs par rapport à ce choix que vous avez fait de devenir une entreprise à mission? Alors, c'est notre lutte depuis 10 ans déjà, c'est d'aider nos fournisseurs à progresser. En fait, on emmène derrière nous des collaborateurs d'abord, des consommateurs ensuite, et aussi nos fournisseurs, bien évidemment, parce que c'est eux qui, derrière, vont nous permettre de mieux biosourcer des matières, etc. Voilà, donc ça, c'est sûr que on doit faire interagir nos fournisseurs dans la balance, et on est fortement aidé de plus en plus par nos concurrents, parce que plus nos concurrents demandent, plus nos fournisseurs, évidemment, sont aptes à comprendre que le marché est en train d'évoluer, et eux se mettent à être proactifs, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 5 ans. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils sont proactifs, ils arrivent, ils ont des matériaux-tech avec plein de matériaux top, de mieux en mieux, et je pense qu'on a encore plein de progrès à faire, et c'est ça qui est positif. Alors, est-ce que ça peut être, assez rapidement avant qu'on termine, mais est-ce que ça peut être aussi un levier? Est-ce que vous avez pu calculer quel peut être l'impact, j'ai envie de dire, sur le chiffre d'affaires de devenir une entreprise à mission, chose que vous étiez déjà dès le départ, mais est-ce que le fait de l'annoncer, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est un levier financier important pour aller chercher peut-être d'autres investisseurs, voire peut-être d'élargir la gamme de votre clientèle? Non, on l'a pas mesuré. Très clairement, c'est pas dans cette vocation qu'on le fait. Comme on n'a jamais mesuré, alors évidemment, on le fait, on veut le faire valoir. Comme on disait qu'on plantait des arbres, etc. On veut pas que notre action elle soit non connue de nos consommateurs, comme certaines actions peuvent l'être. Mais non, on l'a pas mesuré. Aujourd'hui, on est en entreprise à mission depuis à peine quelques jours, donc en effet, ça a pas de répercussions importantes. Alors vous avez fait un choix qui est de passer de Paris à Nantes pour des questions purement écologiques, de transition écologique, un air peut-être plus pur pour vos collaborateurs, mais aussi réduction des temps de transport, un certain nombre de choses. Quel conseil vous donneriez à des jeunes entrepreneurs ou à des entrepreneurs qui veulent lancer leur entreprise, à défaut de l'entreprise à mission, de la lancer vers une entreprise plus responsable ?
Alors d'abord, je reparlerai de ce mouvement à Nantes. Il a été sur l'environnement aussi, mais aussi sur le bien-être. Et je pense que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, on a une mission de faire vivre un peu plus nos territoires. Alors nous, on le fait qu'à moitié, parce qu'on n'a pas eu le courage d'aller s'implanter dans une encore plus petite ville, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Et voilà, et c'est un vrai enjeu d'arriver à faire vivre l'ensemble de nos territoires. Donc c'est à la fois, oui, évidemment, le bien-être de nos collaborateurs sur l'aspect environnement et la capacité à sortir rapidement dans la nature, mais aussi sur l'aspect à faire vivre nos territoires. Et du coup, la deuxième partie de la question pour répondre à tous les futurs entrepreneurs que j'espère nombreux, c'est qu'aujourd'hui, on a cette chance, cette opportunité de voir plein de marchés. On prend n'importe quel marché, il a besoin d'être disrupté à plusieurs niveaux, à savoir d'une part dans la raison d'être de l'entreprise, qui n'est pas obligatoirement dû à l'environnement, et d'autre part sur la question de l'environnement, où on a vraiment tout à repenser, du micro qu'on tient entre les mains à la manière de penser et de faire les choses, et on a la chance de pouvoir commencer à les faire différemment. Merci beaucoup Frédéric Millet d'avoir été notre invité éco de cette semaine. On retrouve tout de suite nos experts, Flavie Depré et Maxime Dupont. Ils sont tous les deux en studio, et nous, on se retrouve d'ici quelques instants. L'écho des solutions, les experts. Voilà, c'est presque... Non, on est presque le lendemain de la Chandeleur. Oui, après la galette, c'est les crêpes, c'est la Chandeleur. On est avec vous, Flavie Depré. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Et Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors Maxime, de quoi vous nous parlez, vous, cette semaine dans votre chronique ? De Vincent Delerme. Vincent Delerme, sacré Vincent. Et vous, Flavie ? De crêpes. De crêpes. Bon, écoutez, non, pas du tout. Commencez par vos crêpes alors. Non, vous allez... quoi que... C'est des goodies ? Vous parlez de goodies, c'est ça ? Oui, j'ai eu du grain à moudre parce que j'ai reçu il y a 15 jours, 3 semaines... Vous avez fait du café ? Non plus. Vous avez je suis pas la seule à être en forme parce que j'ai reçu dans mon podcast Alexis Krisev, qui est le fondateur de beaucoup de boîtes ESS, mais sa dernière en date, c'est Geese for Change, qui fait des goodies écolos. Alors moi, au début, quand on m'a dit goodies écolos, je me dis mais qu'est-ce que c'est ? Voilà, parce que déjà, les goodies en soi, c'est quand même... En soi pas écolo en soi pas écolo, et puis un peu bizarre, même si... Ça remplit les vides-poches chez soi, surtout, mais... Ouais, et puis moi, dans tous les festivals où je vais, je me dis, mais qui reporte un bob jaune, quoi? Dans l'absolu, un chapeau jaune, avec voilà, marqué, un bob compliqué. I love le SS. Voilà, mais je me dis, mais qui fait ça? Et donc, j'ai parlé avec Alexis, et ça m'a pas mal intéressé, parce que en fait, la notion de marque et de communication, on en parlait au tout début de l'année, reste hyper importante. Et en fait, lui, il a décidé de prendre le contre-pied, de dire bon, ok, ça pollue vachement. Voilà, son ennemi numéro 1, c'est le briquet. Et il dit, moi, je vais faire des goodies qui sont écolos. Donc, il a sorti des gammes. Il y a des jolis petits bracelets en bois, il y a des étiquettes à bagages. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant qu'il faille encore. En 2019, à l'heure des réseaux sociaux et du tout virtuel, que les gens soient très attachés aux petites choses matérielles, à un objet. Ouais. Après, il commence à y avoir des changements de mentalité. On nous fourgue plus à chaque événement. Vous-même, vous en faites 4 par jour. Moi, j'avais une collection de tote bags de l'univers. Hashtag refuse ton tote bag. Voilà, hashtag refuse ton tote bag, de crayons, de carnets. Les marques se sont fait épingler parce qu'elles filaient des goodies obligatoires. C'est-à-dire que quand vous commandiez un truc sur Internet, on vous fourguait des tonnes de choses en plus pour vous faire plaisir, certainement. Parce que tout le monde adore recevoir des cadeaux. Enfin, moi, perso, n'hésitez pas. Mais pas des goodies. Voilà. Et donc, voilà, je vous invite à écouter l'épisode parce que c'est hyper intéressant. Et je me dis, on en est encore à un moment de consommation où les changements n'étant pas encore complètement ancrés, il faut trouver les bons moyens de parer à ça, et du coup je trouvais que c'était assez symbolique de la transition qu'on est en train de vivre. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie réflexion sur ce qu'est un goodies dans l'échange que vous avez pu avoir. Oui, alors on n'est pas non plus, on s'est pas fait un cours de philo, hein, mais lui en fait, il s'est interrogé sur le sens que pouvait encore avoir le goodies aujourd'hui dans un par événement. Exemple, ses plus gros succès, c'est des bracelets en bois que les gens achètent. Et une grosse partie, c'est les fonds en gros qui sont bénéficiaires sont reversés à des assos. Il y a notamment une OP qui a hyper bien marché avec le Disney qui s'est engagé pour la sortie du énième Roi Lion ou du Roi Lion revisité, je sais plus. Roi Lion film. Moi j'aime pas trop les bêtes, mais où il y a des voilà, et ils ont fait des petits bracelets avec des lions pour sauver les lions qui vont mal. Et voilà, mais c'était vraiment, j'ai trouvé intéressant et très symbolique en fait de ces entrepreneurs qui disent OK, donc est-ce que je vais réinventer quelque chose ? Non.
parce qu'on a déjà trop de choses. Est-ce que c'est éliminé? Non. Est-ce que c'est néfaste? Oui. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Je fais mieux ce qui existe déjà pour supplanter. Et ensuite, mais comme toutes les boîtes qui vous disent, moi, ma réussite, c'est le jour où j'existerai plus. Ma boîte anti-gaspi, elle marchera le jour où il y aura... Enfin, je serai contente le jour où elle marchera plus parce qu'il n'y a plus de gaspillage. Bah, je pense qu'Alexis, il y aura toujours besoin de goodies. Et son idée, c'est aussi de prêcher la bonne parole. En étant le plus responsable possible. Merci beaucoup, Flavie. Je vais juste rappeler, pour trouver le podcast... Changer la norme. Changer la norme sur SoundCloud, sur Carnews. SoundCloud, Carnews, absolument. Exact. Merci beaucoup, Flavie, pour toutes ces belles infos de ce début du mois de février. Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont. Maxime, vous avez décidé aujourd'hui, dans votre chronique management, de nous parler de Vincent Delerme. Oui, je ne sais pas pour vous, Patrick, mais pour moi, en ce moment, il fait froid, il fait nuit, je vois flou, C'est dur, c'est dur. Vous trop c'est dur, dur. En tout cas, c'est dur. Et quand j'ai un coup de mou, je pense à Vincent Delerme, qui a un talent inégalable et paradoxal pour me donner la pêche avec ses chansons mélancoliques. Et je me suis dit qu'il manquait une chanson à son répertoire. C'est justement celle qui parle de la vie au bureau. Alors, je lui ai écrit des paroles à Vincent. Et ma chanson raconte l'histoire d'une cadre forcément jeune, forcément dynamique. J'espère que Vincent D les entendra et saura les mettre en musique. Vincent, on t'écoute. Alors, comment ça se passe? Ça se passe où Ça se passe à la Défense, bien sûr. Évidemment, et ça s'appelle Défense de Gamberger. Allez, c'est parti. Et bien sûr, au pire moment, en passant devant chez Cogent, le talon entre deux pierres, le dossier bleu par terre, bientôt les feuilles sont loin, le Mistral est parisien et le sourire des passants et les soupirs en dedans. Défense de Gamberger, question de fierté, life so harsh, sous la grande arche. Un talon en moins, ça commence, la tête des collègues en transe et rentrer dans sa cage pour tourner des pages, béton, verre et clôture, zéro verdure. There must be a way out of here, quelque chose comme un avenir. Défense de s'éloigner, question de fierté, life so harsh, sous la grande arche. Alors remettre un autre jeton et tous les jours le même feuilleton, le métro, l'ascenseur, le badge, l'amabilité jusqu'à quel âge, les réunions, les slides, les cafés, la cantine, le patron, les jours fériés, ces réflexions, cette atmosphère de glace, je peux plus les voir en face. Défense de s'éloigner, question de fierté, life so harsh, sous la grande arche. Les talons je les garde, mais pas pour eux, bien trop donnés à ces malheureux. Direction les îles sur un ferry rêvé, du surf sur des vagues élevées, du rhum, du rire, l'envie, sans raison d'y mettre plus de vie. À moi le casino de l'existence, si loin de la défense. Défense de s'installer, c'est le moment de s'envoler. Life so harsh, sous la grande arche. Merci Maxime pour cette chronique qui n'attend plus que quelques notes de musique. Vincent D, si tu nous écoutes, comme dit le grand Michel Drucker, on peut évidemment retrouver ces paroles. Merci beaucoup, nous on continue tout de suite notre émission. On ouvre le dossier de l'écho des solutions de cette semaine. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Et voilà, merci Maxime, merci à Flavie. On va ouvrir le dossier de cette semaine. On va parler ensemble gaspillage, ou du moins anti-gaspillage et économie circulaire, puisque le 30 janvier dernier, le Parlement a voté de manière définitive la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Et pour nous en parler ce soir, nous avons autour de la table ceux que je vous ai présentés au début de cette émission. Il s'agit de Thibaut Turchet de Zero Waste France. Rebonjour Thibaut. Rebonjour. Je précise en même temps que vous avez coécrit un livre qui s'appelle Territoire Zéro Ouest pour donner quelques bonnes idées à nos maires et à ceux qui sont en campagne. Juste en face de vous, François Vallée. Bonjour François. Rebonjour. Alors je rappelle, vous êtes dirigeant d'une société qui s'appelle Commerceau et qui travaille à changer le monde avec ce focus qui est de valoriser les invendus dans la grande distribution. Hein, c'est ça? Tout à fait. Alors, et je suis pas pas dirigeant. Voilà. En tout cas, vous travaillez pour Commerceau. Exactement. Ça c'est certain. Tout à fait. Et puis au téléphone nous a rejoint Laetitia Vasseur. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes présidente et fondatrice de HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Vous êtes fondatrice donc de cette association qui a posé quelques actions en justice, comme Zero Waste France d'ailleurs, de plusieurs grands noms de l'industrie des technologies pour avoir justement créé une forme d'obsolescence programmée pour faire finir nos objets plus rapidement qu'ils ne devraient. Merci donc à tous les trois d'être avec nous. On va parler donc de cette loi anti-gaspillage et économie circulaire. Je vais commencer par vous, Laetitia. J'aurais pu aussi commencer par Thibaut, mais honneur aux dames. Vous êtes présidente donc et fondatrice de HOP. Cette loi du 30 janvier 2020, c'est une loi que vous attendiez depuis longtemps, Laetitia.
Oui, tout à fait. Alors, je corrige, je suis directrice et cofondatrice de l'association. Pas de souci. Du coup, sur la loi, en effet, c'est une grande avancée qu'on attendait depuis longtemps. Enfin, en tout cas, ça a représenté une opportunité pour toutes les associations, je pense, de militer pour plus de circularité, de réemploi, de durabilité des produits. En tout cas, en ce qui concerne vraiment l'allongement de la durée de vie des produits, il y a eu des choses intéressantes comme un indice de durabilité, de réparabilité, un nouveau fonds de la réparation pour payer moins cher les réparations. Donc, ça aurait pu être encore plus ambitieux, mais en matière de lutte contre l'obsolescence programmée, c'est déjà intéressant. Alors, il y avait aucun dispositif légal. Il y avait eu une loi, je crois, sur l'obsolescence programmée qui avait été votée il y a quelques années. Cette loi sur anti-gaspillage et économie circulaire va un petit peu plus loin que simplement le premier principe qui avait été posé dans la première loi sur l'obsolescence programmée. Oui, exactement, parce qu'on avait réussi à obtenir le fait que l'obsolescence programmée soit considérée comme un délit. Mais le problème, c'est que ça reste des sanctions assez marginales sur des cas précis qu'il faut réussir à démontrer. Et là, avec cette loi, on avait vraiment l'ambition de montrer que de manière plus globale, c'est l'ensemble de nos produits qui ne durent pas assez longtemps et il faut repenser le modèle pour avoir des produits qui soient vraiment plus durables et réparables de manière générale. Alors, une des grandes avancées de cette loi, ça va être un petit peu... Alors, on va voir, je ne sais pas comment vont s'organiser, peut-être Commerceau qui va nous dire ça avec vous, François, comment vont s'organiser les magasins, mais on va avoir encore un élément d'affichage qui va permettre, justement, vous le disiez, Laetitia, tout à l'heure, va permettre de savoir si l'objet est réparable, de quelle manière, etc. Ça, c'est une avancée aussi pour rendre un petit peu plus le citoyen acteur? Oui, pour nous, c'était très important parce qu'aujourd'hui, concrètement, vous voulez acheter un ordinateur ou un lave-linge, vous avez le prix, vous avez la marque, mais vous ne savez pas spécialement si ce produit va durer ou va être réparable. Et là, on va travailler de concert avec les parties prenantes, y compris les fabricants, à savoir mieux informer le consommateur sur comment a été conçu ce produit. Est-ce qu'il a été conçu pour être réparable et pour être durable, c'est-à-dire fiable, robuste, et de cette manière-là, on aura un indicateur supplémentaire pour pouvoir vraiment faire un choix plus éclairé et du coup montrer aux marques que c'est vraiment important pour les consommateurs d'avoir des produits bien durables et réparables. Et François Vallée, pour vous, ça va être un avant et un après de pouvoir justement avoir cette étiquette qui va venir dire aux consommateurs ce qu'il en ressort de ce que le produit va devenir a posteriori. Oui, c'est clair que ça fait partie des mesures phares de la loi d'économie circulaire qui est très très large. Et donc ça, c'est vrai que c'est une mesure qui nous paraît aller clairement dans le bon sens. Cet affichage-là va permettre aux consommateurs de mieux s'y retrouver et de faire les bons choix en quelque sorte. C'est ça l'idée derrière. Mais alors, est-ce que trop d'étiquettes, trop de Nutri-Score, d'écolo-score, d'énergie-score ne va pas, à un moment donné, le consommateur va pas s'y perdre un petit peu dans tout ça, Thibaut? Il s'y perd déjà un petit peu. Le but de la loi, c'est de clarifier tous ces étiquetages et ces allégations environnementales. Chose que le juriste que je suis doit rappeler, c'est que tout ce dont on parle aujourd'hui va être défini dans des décrets et des arrêtés d'application. Ça, c'est le second travail. C'est la troisième mi-temps de la loi, c'est ça? En fait, la loi en France pèse pour 10% de la réglementation et 90% vient des ministères, donc les décrets, les arrêtés. Donc, il y a un certain nombre de personnes et de structures qui vont s'amuser à faire en sorte que on n'avance pas et qu'on patine. Donc, nous, on sera là pour essayer de faire en sorte que cette loi soit vraiment bien transcrite. Mais l'idée serait effectivement de dire aux consommateurs ce qu'il en est de leurs produits et quelque chose qui ne se recycle pas, et bien que ce soit écrit dessus, quelque chose qui se recycle soit aussi écrit dessus. Et évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de flou et bien sûr, certaines marques, en tout cas, en jouent. Ouais. Alors justement, une loi comme celle-ci, vous disiez 10% du travail est fait au moment du vote de la loi, il en reste donc 90% à faire. C'est peut-être plus à vous que je pose la question, et puis à Laetitia, quel est le travail et quelles sont les difficultés que vous rencontrez, parce que quelque part vous êtes des lobbyistes à impact chez Zero Waste et chez Hop.
Ouais, c'est un petit peu ça. Notre travail, en tout cas le mien et celui d'une collègue, est de participer à de nombreuses réunions, commissions, concertations officielles ou officieuses avec les instances publiques comme le ministère de l'Environnement. Et donc, quand vous avez une loi, un article d'une ou deux phrases, eh bien, vous avez souvent un décret derrière qui va faire plusieurs pages. Et donc, le but est de, pour nous, en tout cas, s'assurer que ce soit le plus clair et le plus ambitieux possible, parce que la loi, en fait, fixe un cadre qui peut être plus ou moins précis. Et donc le décret s'inscrit dans ce cadre-là. On a eu un bon exemple il y a quelques années sur les pièces détachées, en disant s'il n'y a pas d'information sur la disponibilité de pièces détachées ou pas, est-ce que ça veut dire qu'on doit afficher pas de pièces, donc ça c'est clair. Bien ou pas. La loi avait laissé une marge et dans le décret, on n'a pas eu ça, de dire ok, s'il n'y a pas d'information sur les pièces détachées, on considère pour le consommateur que pas d'information égale pas de pièces. Voilà, on a eu quelques années, si vous voulez, de débat. Était dans un recours en justice d'ailleurs au Conseil d'État pour faire changer ce décret. Et comme ça, on peut perdre beaucoup de temps, quoi. Et Laetitia et puis Thibaut, après, justement sur cette loi, ça a été compliqué d'apporter vos contributions. Vous avez senti plutôt des parties prenantes, j'ai envie de dire, au niveau des ministères, au niveau des députés, au niveau des sénateurs, des personnes qui étaient plutôt à l'écoute et finalement peut-être moins de tension qu'il n'y aurait pu en avoir, où ça a été compliqué, Laetitia? C'est vrai qu'on a senti quand même une vraie ouverture d'esprit à la fois du gouvernement et de nombreux parlementaires sur les sujets d'allongement de la durée de vie des produits, parce qu'il existait quasiment rien sur le sujet. Et beaucoup d'attentes du coup envers des associations comme nous à Hop pour faire des propositions concrètes. Et du coup, ça a eu quand même un fort écho parce qu'on a obtenu beaucoup de choses qu'on demandait. Pas forcément d'ailleurs sur peut-être tous les sujets de la loi, mais en tout cas sur le sujet de l'obsolescence, ça a été vraiment intéressant. Après, bien sûr, en face, il y avait des gros lobbies, donc c'est vraiment important qu'il y ait des associations comme nous et qu'elles soient nombreuses dans pour obtenir des mesures intéressantes dans la loi et surtout, comme le disait Thibaut, après la loi, puisque maintenant tout reste à faire. On a obtenu un indice de durabilité, mais il faut déterminer les critères et le diable se cache souvent dans les détails. C'est ça. Et c'est là qu'il faudra être fort devant les lobbies et tenir un bon cap. Thibaut, vous avez le même constat et puis après vous François, vous avez le même constat que Laetitia sur la préparation de cette loi, sur les réflexions face à ces gros lobbies qu'on peut imaginer de la tech, mais peut-être aussi de l'agro, etc., qui viennent un petit peu défendre leur plate-bande parce que risquent de réduire leur marge ou leur rentabilité? Oui, non, on a été globalement bien reçus par les instances publiques. Après, effectivement, l'ouverture d'un moment comme ça de concertation autour d'une loi, c'est comme taper dans une fourmilière. Donc les lobbies qui s'expriment sont extrêmement divers. Vous avez l'industrie du traitement des déchets, les fabricants de produits techniques, textiles, etc. Donc vous avez puis même les collectivités locales qui ont aussi leurs revendications, par exemple. Donc c'est sûr qu'il y a eu fort à faire. Peut-être autocritique de la part des associations. Nous, on a eu des choses qui sont passées dans la loi. Après, dans quelle mesure est-ce qu'on fait des propositions dont on sait qu'elles sont susceptibles de passer avec un gouvernement donné? Certains de nos amis, par exemple les Amis de la Terre, ont des propositions qui sont parfois plus radicales que les nôtres. Il y avait une question de moratoire sur les entrepôts type Amazon, qui est quelque chose dans l'économie actuelle et le gouvernement actuel, évidemment, n'avait aucune chance de passer. Ils l'ont porté, donc eux, au micro, diraient non, nous, on n'est pas du tout contents. Enfin, je dis pas que nous avions que des propositions consensuelles. Il y en a qui étaient dures et qui sont passées, donc c'est très bien que le gouvernement les ait acceptées, mais voilà, ça je sais pas dans quelle mesure on s'est dit, alors est-ce qu'on privilégie ce qui a des chances de passer? Bon, je pense qu'on avait tout type de propositions, plus ou moins. François, comment vous réagissez? Vous avez été consulté, vous, en tant qu'entreprise? Parce que souvent, c'est les associations porteuses, j'ai envie de dire fédératives, qui sont consultées. Vous avez été, vous, consulté en tant qu'acteur de l'économie circulaire et de l'anti-gaspi? Oui, tout à fait. On a effectivement été consulté. On a contribué, alors d'abord dans le cadre des EGA, sur tout ce qui les EGA, qu'est-ce que c'est? Alors, les États généraux de l'alimentation, voilà. Pour faire évoluer la loi Garot, entre guillemets, donc toutes les problématiques autour du gaspillage alimentaire, et ensuite interroger dans le cadre de la loi d'économie circulaire sur les mesures d'interdiction de jeter les invendus non alimentaires. Voilà. Donc on a effectivement regardé comment évoluait effectivement ces mesures-là.
Pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est une excellente nouvelle que la loi d'économie circulaire, ça y est, a vu le jour après 2 ans de longs débats, etc. Donc, on a fêté ça dignement. Vous avez fait ça dans la boîte, c'est vrai? Bah, en tout cas, non, on a effectivement on a salué cette proposition. Mais effectivement, il y a un énorme enjeu qui reste à venir, ça va être celui de l'appropriation. On vient de terminer un baromètre qu'on a réalisé avec Ipsos sur la loi. Vous faites superbement bien la transition. Juste une question avant de parler justement de ce baromètre et de l'impact économique de cette loi. Hein. Juste dernière question, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans cette loi? Quel est l'article, même si on n'a pas encore tous les décrets, etc. Laetitia ou Thibaut, quels sont les éléments qui selon vous manquent et qui auraient permis d'aller encore plus loin et d'en faire la loi quasi parfaite? Thibaut? Et Laetitia, je vous laisse la parole après, hein. J'ai entendu. Lutter sans doute contre le bain culturel dans lequel on vit de surconsommation. La loi met fin à des pratiques délétères comme la destruction des invendus. Par contre, elle n'est pas le vecteur juridique aujourd'hui qui permet de dire qu'on va consommer moins. Je voyais des statistiques la semaine dernière. En France, on achète 2,7 millions de tonnes de meubles chaque année. Donc vos chaises, bureaux, literies, etc. Et en fait, l'impact premier serait d'acheter moins. Alors, décroissance, sujet non consensuel, mais c'est quand même la première mesure de réduction. Et la loi n'a pas de vecteur juridique qui permet vraiment de lutter contre cette surconsommation, par exemple via la publicité. Il faudrait baisser pour les musiciens les potards sonores de la publicité. Il n'y a pas grand-chose sur la publicité numérique et sur le fait que l'on va sortir de ce plateau, comme on disait, sur un autre plateau et voir sans publicité dans la journée. Et pour vous, Laetitia, qu'est-ce qui manque dans cette loi? Oui, je rejoins Thibaut sur ce qu'on appelle l'obsolescence culturelle. On a obtenu quasiment rien sur l'encadrement de la publicité et c'est vraiment un problème. Et puis aussi sur l'obsolescence qu'on appelle numérique avec toutes les mises à jour des smartphones, des ordinateurs et peut-être demain de votre frigo qui vont rendre les appareils moins durables certainement. Donc il faut vraiment penser et encadrer cette problématique et aujourd'hui c'est quelque chose qui a été un peu oublié ou pas très ambitieuse dans la loi et pourtant ça c'est très important y compris dans l'économie circulaire d'aujourd'hui, de demain. Donc il faut aller encore un peu plus loin sur tous ces sujets-là. Alors, François Vallée, on y arrivait. Hein. Vous avez sorti avec Commerceau un co-sondage, une étude qui a été réalisée par l'IFOP et Commerceau et l'Ipsos, pardon, sur le bilan des actions. Je les mélange toujours. Veuillez m'excuser. Sur les bilans des actions anti-gaspillage, valorisation des déchets dans les entreprises. On voit bien que les entreprises aujourd'hui, elles sont finalement de plus en plus impacté par ces lois. Il y a la loi Pacte qui va permettre, et on l'a entendu dans notre invité éco, de pouvoir poser une raison d'être dans les entreprises, donc de vraiment s'insérer dans une dynamique vertueuse avec tous les contrôles, et on l'a entendu avec Faguo, que ça nécessite en interne comme en externe. La loi anti-gaspillage et économie circulaire, vous intervenez, j'ai envie de dire a posteriori, mais il va y avoir tout ce qui touche aussi l'éco-conception. Qu'est-ce que cette étude met en lumière? Si j'ai bien compris, c'est pas forcément complètement à l'ordre du jour partout, hein. Oui, effectivement. Dans l'étude, on a eu l'occasion d'interroger 3 secteurs d'activité. Donc la grande distribution alimentaire, la grande distribution spécialisée, donc c'est tout ce qui va être non alimentaire, donc les enseignes de la mode, du textile, etc. Et puis les industriels, les industries agroalimentaires. Et effectivement, on s'aperçoit que sur ces 3 secteurs d'activité, le niveau de maturité côté RSE, globalement, n'est pas tout à fait identique, sans rentrer dans les détails. Voilà. Après, donc la bonne nouvelle, c'est que globalement, ces 3 secteurs d'activité sont quand même très sensibles à la thématique globale du gaspillage et à leur implication pour avancer dans le bon sens. Pour autant, le baromètre montre, par exemple, en grande distribution, un certain essoufflement cette année par rapport à l'année dernière. On voit des pratiques qui sont globalement en recul. Et on sait pourquoi ?
Alors parce que c'est des questions de priorité et parce que les problématiques sont rémanentes en fait. Cette problématique-là, elle nécessite du temps. En interne pour traiter la problématique et c'est du temps tout le temps, c'est-à-dire que les équipes des magasins doivent trouver le temps, la disponibilité, les ressources, les associations, les réseaux nécessaires pour traiter cette problématique-là. Et ça, en fait, on peut y être à un moment T, mais si on veut effectivement traiter le problème dans sa durée, il faut faire perdurer ça dans la durée. Donc l'enjeu, il est là en fait, c'est que cette mobilisation en fait, il faut pas qu'elle se relâche. Il faut vraiment que les entreprises, les équipes soient dans la durée en fait sur cette thématique. Et cette étude met en évidence aussi que sur la notion d'économie circulaire, que tout ce que vous appelez la grande surface spécialisée, c'est-à-dire en substance les magasins de bricolage, les grandes surfaces de l'électronique, etc., elles n'ont pas du tout anticipé cette notion d'économie circulaire. Oui, effectivement. C'est vrai que la loi, on en parle depuis un petit moment, depuis 2 ans, et on constate que les pratiques en fait en GSS sont restés stables en termes de grande lutte surface spécialisée GSS. Voilà, exactement. Ouais, c'est les jargons. C'est ça, du métier. Métier, exactement. On a mesuré que par rapport à l'année dernière, en fait leurs pratiques anti-gaspi étaient restées stables. Alors elles n'ont pas pour autant diminué, mais elles sont restées stables, alors qu'à un niveau modéré en quelque sorte. C'est-à-dire que on aurait pu imaginer que les enseignes prennent davantage les devants, anticipent la loi d'économie circulaire. Bon, il s'avère qu'a priori c'est pas tout à fait le cas partout. Encore une fois, c'est toujours difficile de généraliser parce qu'il y a des enseignes qui sont très motrices. On parlait tout à l'heure de Fago. Voilà, Fago, c'est une entreprise qui est très en avance sur ces sujets-là. Il y a des enseignes, il y a des marques qui sont très en avance sur ces sujets-là. Après, il y en a aussi d'autres qui sont en retard. Et l'enjeu va être ici. L'enjeu, ça va être que ces enseignes-là s'approprient finalement la loi d'économie circulaire. Ça veut dire quelles sont les conséquences pour elles. Donc il y a un enjeu d'éducation, communication, mais aussi d'appropriation. Il va falloir que les entreprises finalement allouent des ressources pour traiter ce sujet-là en interne. Est-ce qu'il y a une dimension, est-ce que ça veut dire qu'elles ne perçoivent pas ou qu'il n'y a pas de levier business à ça? C'est-à-dire qu'en gros ils ne voient pas la rentabilité que ça pourrait avoir d'avoir, alors qu'on voit des plateformes entières, et je pense à Back Market, mais il y en a d'autres, qui aujourd'hui font leur chiffre d'affaires justement uniquement sur le réemploi et l'économie circulaire. Alors ça, c'est une des questions centrales, c'est une des questions clés qu'on mesure aussi dans le baromètre. C'est est-ce que les entreprises font directement le lien entre RSE finalement et la dimension économique? On associe souvent la RSE à une dimension environnementale, sociale, et finalement assez peu à l'économique. Peut-être qu'il faut rajouter un E dans RSE, la RS2E, c'est-à-dire économique et environnementale. Laetitia Vasseur, comment vous réagissez cette notion d'économie circulaire? On voit bien, il y a la loi, il y a des entreprises qui ont levé, qui créent de l'activité autour de ça, mais finalement, dans les entreprises traditionnelles, finalement, on ne comprend pas encore le côté vertueux de l'économie circulaire. Oui, c'est vrai que ça reste un mouvement qui doit se dynamiser encore, mais il y a quand même des entreprises et de plus en plus qui prennent conscience de l'importance à minima de la durabilité des produits pour les consommateurs, puisque c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et grâce à des plateformes comme produitsdurables.fr qu'on a créé aussi, on montre que les consommateurs regardent ça de près. Et derrière, du coup, les entreprises commencent à vraiment se poser des questions. On a des grands groupes de la distribution qui s'y mettent et on a créé d'ailleurs un club de la durabilité avec des entreprises qui veulent être volontaires, s'engager, se poser les questions et mettre en œuvre des choses pour réussir à avoir des produits plus durables, réparables, et ça sur toute la chaîne de valeur du produit. Donc je suis assez optimiste quelque part, mais je crois que c'est nécessaire et cette loi économie circulaire donne aussi un bon signal aux entreprises de dire que en effet c'est pas juste d'être volontaire, maintenant il faut y aller et il y aura aussi un certain nombre d'obligations dans ce sens. Cette loi, elle impose aux entreprises françaises, mais comment elle se fait, comment elle s'impose aux entreprises européennes et extra-européennes? D'abord, est-ce qu'il y a une politique européenne équivalente, une loi européenne équivalente à l'anti-gaspi, au zéro déchet, Thibaut, et l'économie circulaire? Et comment elle s'impose finalement aux entreprises extra-européennes, qui sont peut-être d'ailleurs les lobbies que vous avez en face de vous quand quand vous travaillez cette question? En général, ils ont leur fédération aussi franco-française. Alors, la loi s'applique sur ces questions des produits lorsque les
produits sont mis sur le marché français. En fait, donc vous vendez en France, vous allez verser l'éco-participation, être concerné par des obligations si elles sont précises et c'est toute l'importance de la précision. Décret, c'est ça. Au niveau européen, alors oui, il n'y a pas vraiment, ça s'appelle pas des lois, ça s'appelle des règlements. Donc ça, ce sont des textes qui s'appliquent directement dans les États sans besoin de transcription, de transposition. Il y a des règlements sur l'éco-conception, notamment des équipements électriques et électroniques. On en avait parlé au moment du Brexit sur le fameux aspirateur, vous savez, qui avait telle ou telle caractéristique. Il se trouve qu'il y a des règlements effectivement au niveau européen qui essayent d'avancer sur cette question de séparation des différents composés d'un produit, par exemple, ou de consommation énergétique. Le label A, B, C et 1 sur les frigos vient de cela. Et puis il y a d'autres textes qui sont des directives qui, eux, fixent plutôt un cadre qui a besoin ensuite d'être traduit en droit français. Et là, on a beaucoup de directives alors historiques, mais qui ont été révisées en 2018, par exemple, sur la gestion des déchets. Donc, quel objectif on se fixe pour composter les déchets organiques. Et il n'y a pas de contrainte d'accès au marché au-delà de ces critères-là. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui ne remplirait pas ces critères pourrait ne pas peut-être accéder au marché français. Sauf si évidemment le citoyen est bien conscientisé, on va dire, et donc finalement n'achèterait pas ce produit pour telle et telle raison. Alors la restriction, ça c'est une bonne question, il faudrait demander à un commissaire européen. Si un produit est interdit en France, comme les gobelets demain 100% plastique, la France interdit l'entrée quelque part sur son territoire de ce type de produit. Il faut encore vérifier derrière ce qui se passe. Effectivement, ça marche mieux si ça se passe au niveau européen, mais là on tombe sur les questions de normes, NF, vous savez, bon ça devient des débats très techniques. C'est très technique. Il faut compter sur les douaniers après. Ouais. Thibaut Turchet, je rappelle aussi que vous avez coécrit un livre qui s'appelle Territoire zéro déchet, qui est une sorte de manifeste que vous avez voulu écrire avec Zéro Ouest France, je suppose, pour conscientiser, donner des éléments aux politiques municipales dans les territoires. Qu'est-ce que s'engager dans cette démarche pour un maire, pour un territoire, c'est compliqué aujourd'hui, et c'est ça que ce livre veut dire, c'est qu'il y a des choses simples peut-être à mettre en place. Il y a des choses simples, il y a aussi des choses compliquées. Ouais. Effectivement, la collecte des déchets organiques, c'est un chantier très important pour demain ne plus envoyer à l'incinérateur nos épluchures de carottes. Par contre, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, le livre qui est un manifeste, mais aussi un guide pratique, où on a identifié 9 chantiers, puis une méthodologie d'action, effectivement, on donne des clés aux élus, aux services techniques des collectivités pour se diriger tout doucement vers la réduction, enfin rapidement si possible, vers la réduction des déchets. Vous avez pu rencontrer des futurs candidats, des maires avec cet ouvrage et j'ai envie de dire qui sont favorables ou défavorables à de telles politiques. Et comment ils perçoivent un ouvrage comme ça? Ils vous disent c'est complètement utopique, c'est illusoire ce que vous nous apportez là? Quelques-uns, il y a toujours un interlocuteur qui va dire ça, mais globalement, cette question du zéro déchet dans les territoires devient un petit peu consensuelle, en tout cas en surface. Ouais. On a fait un débat à Lyon où il y avait tous les candidats et tous les partis s'exprimaient plutôt favorablement à la réduction de l'incinération. La question, c'est que je suis pas forcément sûr qu'on soit tous d'accord sur ce que veut dire le zéro déchet. Un exemple, par exemple, de se dire demain, on arrête les capsules de café en aluminium de votre marque préférée. C'est là qu'en fait qui s'étend à d'autres marques désormais en plus. Oui, voilà. Et en fait, ça, c'est aussi faire décroître et arrêter une certaine industrie. En l'occurrence, c'est peut-être pas la plus compliquée à arrêter celle-là, mais il faudra y venir à un moment donné. Et cela, je suis pas sûr que tous les partis, toutes les idéologies qui s'expriment soient bien conscientes de ce que ça veut dire. En fait, demain, aller vers le zéro déchet, c'est qu'on ne boit plus, par exemple, de café dans ces capsules. Donc, il y a une industrie derrière qui va en pâtir. Et comment collectivement et politiquement on gère ça? Et là, c'est là qu'on a dans le dissensus du zéro déchet, mais il faut aussi être assez lucide là-dessus. Est-ce que la question du budget est une question qu'on vous oppose régulièrement en disant ouais, vous êtes bien gentil, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Ma commune, elle est petite, elle est moyenne, et moi, j'ai pas les moyens de faire tout ça. Est-ce que on peut arriver à faire du zéro déchet à moindre coût ou pas? Alors collectivement dans les collectivités locales, si c'est ça la question, la réponse est oui. Alors ça serait un petit peu, il faudrait un peu plus de temps, mais l'ADEME, qui est l'agence environnementale, élabore tous les 2-3 ans ce qu'on appelle un référentiel national des coûts. Donc il compare des centaines de collectivités, ils font des ratios, voilà, c'est un truc pour les gens qui aiment les graphiques, il faut vraiment lire ça. On se rend compte que les collectivités qui sont allées sur ces chantiers de prévention des déchets, de meilleur tri, ont des coûts qui sont inférieurs par habitant, de l'ordre de 10, 20, voire 25 euros par habitant, ce qui est énorme sur une politique publique. Voilà, donc globalement, c'est effectivement plutôt rationnel, même économiquement, pour une collectivité locale de mettre ça en place. Ouais. Et le monde de l'entreprise, c'est un bon partenaire avec le monde des territoires et des collectivités territoriales. Vous arrivez à travailler ensemble avec Commerceau? Oui, effectivement, les entreprises sont très volontaires en fait pour travailler à l'échelle locale et territoriale. En grande distribution, par exemple, on travaille lorsque Commerceau récupère des invendus d'un magasin pour les redistribuer
distribue à des associations, c'est évidemment à des associations locales, parce que déjà ça fait du sens d'un point de vue environnemental, mais aussi localement, territorialement, etc. Donc le plus possible, on travaille effectivement à l'échelle locale. Et Laetitia Vasseur, l'éco-conception, ça commence à rentrer un petit peu. Alors Schneider Electric est un peu l'entreprise un petit peu en puissance sur cette réflexion, mais est-ce que les autres structures commencent vraiment à travailler leur notion d'éco-conception en France et puis évidemment à l'international? Ou ça reste très marginal? Une notion qui monte, mais qui parfois est encore difficile à comprendre, je crois, pour beaucoup d'entreprises. Donc il y a encore beaucoup de travail sur cette notion d'éco-conception. En Europe, c'est vrai qu'on a aussi cet indice de réparabilité qui se met en place, des normes qui obligent à réfléchir sur l'éco-conception, mais je crois qu'il y a en effet encore beaucoup de travail sur l'éco-conception, et en même temps dans les territoires, on a, là vous parliez des municipales, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire avec les collectivités territoriales. Sur les territoires, on pense notamment à tout ce qui est ressourcerie, recyclerie, la réparation. Ça, c'est vraiment des activités de proximité qui vont permettre d'allonger la durée de vie des produits. Et ça peut se faire avec à la fois les associations, les entreprises. Donc c'est le gouvernement tout un tissu économique. Et puis le gouvernement qui fait quand même une belle campagne publicitaire en ce moment sur la question du réemploi. Je trouve que c'est aussi à saluer. Il y a des opérateurs d'assurance comme la Maïf aujourd'hui qui travaillent que sur des pièces de seconde main pour réparer les véhicules, ce qui plutôt que de produire de la pièce neuve. Donc on voit aussi qu'il y a des gros groupes aussi qui se mettent en marche. Il y a aussi des petites structures qui se mettent en marche. C'est nos 7 minutes pour changer le monde. On va aller à la rencontre de Switchit. Switchit, c'est une société qui a une petite année d'existence, qui a décidé de mettre en avant, de commercialiser des contenants qui sont comestibles. Et c'est Thomas Launay qui est notre invité de 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Il est donc temps de retrouver notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Thomas Launay. Thomas Launay, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Thomas, responsable et vous êtes cofondateur d'une société qui s'appelle Switchit. Comment vous est venue l'idée de créer Switchit ? L'idée en fait elle est surtout venue en voyage en fait. Moi je fais beaucoup de kitesurf, donc je suis un passionné des océans. Et en fait là j'étais à Boracay en fait dans les Philippines. Une île en fait qui a été fermée pendant 6 mois juste après que je sois passé. Une semaine après en fait ils fermaient l'île pour la nettoyer entièrement. Et c'était par rapport aux déchets plastiques que j'ai vus lorsque je naviguais. Et c'était des vrais déchets plastiques, c'était pas ces micro-organismes plastiques En soi, là-bas, il y avait les deux, parce que la pollution était vraiment extrêmement importante. Et effectivement, j'étais vraiment été aussi choqué de voir tout ça. Après, ça a été plus de 6 mois de recherche sur les alternatives qui existent, et puis vraiment travailler dessus en amont. Et effectivement, pour donner la naissance à Switchit, notre objectif c'est de switcher le plastique sur une solution qui va être mangeable, consommable, comestible, compostable aussi également. Et effectivement, notre objectif c'est de proposer de la vaisselle comestible, je dirais, dans son ensemble. Alors, comestible, ça veut dire aussi qu'on peut le donner aux poules ? Alors oui, exactement. Parce que si on a des poules chez soi, ça permet de jeter la vaisselle. Il n'y a même plus besoin de faire la vaisselle. On les donne directement aux poules. Exactement. Vous n'êtes pas le seul à me faire cette remarque. Donc on nous a déjà posé la question. Et effectivement, on a des restaurateurs qui peuvent aussi, s'ils ont un poulailler derrière, les nourrir, effectivement. Alors donc un certain nombre d'ustensiles. Alors pour l'instant, on a parlé. Enfin, j'ai dit en introduction que c'était destiné aux traiteurs, à l'événementiel, aux restaurateurs. On peut imaginer à terme des familles s'emparer, avoir sa série d'assiettes comestibles et jetables. On va plutôt vers ça, ou ça reste quand même du domaine du consommable et du jetable pour justement des choses éphémères? Alors effectivement, nous ça fait 1 an qu'on travaille sur le marché français avec les cafés, hôtels et restaurants.
et les traiteurs aussi également, hein, qui utilisent nos produits. Et notre objectif, hein, pour 2020, c'est de commencer vraiment à travailler avec le particulier via aussi certains magasins, de façon à ce qu'on puisse retrouver l'ensemble de la vaisselle comestible via Switchit et qu'on puisse tout simplement partir à la mer, se faire un pique-nique avec ses enfants dans un parc et avoir non pas une vaisselle en plastique, d'avoir une vaisselle jetable, mais là pour le coup qui va être une vaisselle totalement compostable après derrière à destination du particulier. Alors ça reste quand même pour des événements éphémères, c'est pas pour du quotidien, même si on peut l'imaginer, mais ça reste pour les événements éphémères, on va dire les fêtes de Noël, le pique-nique au bord de la plage, pour le quotidien des personnes. Exactement, après on peut aussi avoir des événements en soi, tout ce qui est anniversaire, si on veut faire aussi une soirée pour, interpeller un peu ses invités, on va aussi utiliser nos contenants de façon à embellir l'assiette après derrière et avoir un assiette ou une assiette ou un cocktail qui soit plutôt joli et sympa. Alors, quand on parle de Switchit, vous dites que vous n'êtes pas fabricant, vous êtes un sourceur. Comment on trouve ces bonnes sources et quels sont les critères que vous mettez ? Alors, je dirais que c'est un travail de longue haleine parce que nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur le projet. On travaille principalement avec des usines qui sont en Europe. Donc, effectivement, on n'est pas sur du Made in France, mais Made in Europe. Voilà, on va plutôt travailler sur du how do en fait, dans le sens où on fait en sorte de trouver les meilleurs produits et pour avoir des prix qui soient concurrentiels et après je dirais accessibles à tout le monde. Parce que c'est encore de la niche, donc les produits doivent être chers. Ça coûte combien aujourd'hui un petit bol comme ça là Alors aujourd'hui au prix unitaire pour un restaurateur on va être aux alentours de 45 centimes pièce. Et les entreprises sont en capacité de fournir aujourd'hui, il y a une véritable industrialisation de ces ustensiles. Alors, ça reste encore un peu artisanal. On commence en fait, si vous voulez, dans le sens à travailler aussi avec des grands groupes. Hein. Donc l'objectif va être effectivement de diffuser nos produits de façon très large, à la fois avec des grands groupes de restauration et à la fois aussi à travailler avec des grandes chaînes de magasins. Est-ce que l'outil industriel il existe aujourd'hui pour vraiment produire en masse et en série? Voilà, existe et fera en sorte de vraiment d'augmenter ses capacités de production et de vraiment, je dirais, de répondre à la demande sur le marché français en général. Aujourd'hui, vous êtes sur des contenants, paille, petits contenants pour des petites verrines, des bols. Est-ce que ça va aussi sur, j'ai envie de dire, des plats, des emballages? J'ai entendu parler d'emballages comestibles aussi, oui. de couverts comestibles. Exactement. Pour la street food, par exemple. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de nouveautés après sur ce marché. Sur ce marché. Nous, on va avoir des produits qui vont arriver sur l'année 2020. Le prochain produit, je vous dis ça en teasing. Allez, en teasing, super, un mini scoop. Ça va être la barquette comestible, donc effectivement à destination aussi du marché des food trucks. Donc voilà, c'est des nouveautés produits qu'on va avoir et aussi au courant de l'année, on devrait avoir des assiettes comestibles et des couverts comestibles également. Donc ça pourrait proposer la gamme complète. Les traiteurs, les restaurateurs, ils sont ouverts à ça, ils le prennent en se disant je teste, je vois, ou il y a vraiment, vous sentez qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur la communication autour de l'éco-responsabilité vient d'être voté le 30 janvier, donc c'est tout récent, la loi sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. Exactement. On est vraiment dans une démarche proactive maintenant, c'est pas juste pour le fun, la niche ou se démarquer. Alors effectivement, je pense que aujourd'hui, après, il y a un manque d'information au global parce qu'il je pense qu'il y a un manque d'information sur les solutions au plastique pour les restaurateurs. Hein, donc effectivement, nous on a des demandes tous les jours sur notre site et après il y a aussi une démarche proactive de la part
des commerçants. Des commerçants. Ouais, donc ça devient, on est rentré dans plus que dans une niche et une manière de se démarquer, dans une véritable conscience. Aujourd'hui, effectivement, il y a la loi qui interdit forcément les produits à usage unique sur la vaisselle comestible, notamment pour les pailles. Donc forcément, il y a une ouverture du marché derrière. Il y a une ouverture du marché et il y a un vrai changement aussi de mentalité après derrière. Merci beaucoup Thomas Launay d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous on se retrouve après ce jingle pour clore et terminer l'écho des solutions de cette semaine. À très bientôt. Au revoir. Merci Thomas. Merci, au revoir. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, c'est pas les 5 dernières minutes, mais les 2 dernières minutes pour clore cet écho des solutions. On l'a vu, une loi anti-circulaire. Comment vous réagissez à ça, des contenants finalement, c'est un petit peu ça l'avenir, des contenants jetables, compostables. On va finir avec nos assiettes en porcelaine ou Thibaut ? Ça marchait pas si mal que ça. Ça marche. Nous, notre adversaire de très longue date, notre grand ennemi, c'est le jetable en fait. Aujourd'hui, ça s'est transformé aussi en guerre au plastique parce qu'il y a un vrai problème plastique dans les océans, dans la nature. Mais le message a toujours été le même. Donc oui, il faut faire la guerre au jetable. Donc finalement, la solution à l'économie circulaire, à l'anti-gaspi, c'est d'aller du jetable au réutilisable. Laetitia Vasseur, quand on dit ça, finalement, on a finalement résumé l'action que tout le monde devrait mettre en place plutôt que de jeter, réutiliser. Oui, exactement. Il faut vraiment penser à d'abord ne pas acheter des choses dont on n'a pas besoin, c'est essentiel. Et puis ensuite, de se tourner d'abord vers la seconde main pour pouvoir réutiliser des choses qui ont déjà été fabriquées. Ensuite, les réparer si jamais on a une panne. Et puis enfin, les redonner, les revendre pour qu'elles aient plusieurs vies. Et de cette manière-là, on évite d'avoir des produits neufs qui ont sollicité beaucoup de matière et de pollution pour leur fabrication. Et du coup, on agit vraiment au niveau de l'allongement de la durée de vie des produits et de leur empreinte écologique. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités de l'écho des solutions. J'espère que vous en savez plus sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. Une loi est parue le 30 janvier. On va voir les décrets d'application très prochainement. En attendant, je vous propose de nous retrouver en podcast sur rcf.fr et sur toutes les plateformes pour nous réécouter et partager largement cette émission si vous pensez qu'elle peut être un peu d'utilité publique. Allez, je vous souhaite une très belle écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.